chers étudiants, alors mon intervention s'inscrit dans le cadre de la filière études françaises avec un module qui est programmé pour les étudiants de S4, Histoire des idées du XXe siècle, Histoire des idées et de l'art du XXe siècle. Donc, quand on dit que l'homme est condamné à être libre, ça veut dire qu'il devrait s'approprier sa vie, son destin, et qu'il est exclu pour lui d'attendre un quelconque salut qui viendrait de l'extérieur. Encore une fois, on va bannir définitivement de ce schéma la dimension surnaturelle. En réalité, je vais la relier à ce que développait Camus dans son livre Le mythe de Sisyphe. Sisyphe qui est condamné à pousser ce rocher pour le mettre au sommet de la montagne, mais chaque fois qu'il est sur le point d'aboutir, d'arriver à son but, le rocher dégringole. Il se trouve que Sisyphe ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Comment il faut le comprendre? Ça veut dire tout simplement que Sisyphe va accepter son sort, quand bien même la démarche est complètement insensée et absurde, mais il n'empêche, le personnage va passer on va dire, de l'ennui vers l'amour. L'amour de quoi, finalement? Mais c'est l'amour de l'action, de ce qu'il fait. Et c'est là où intervient un élément majeur. C'est que, finalement, quand je dis « il accepte ce qu'il advient de lui, de son sort », pour un humain, ça veut dire quoi qu'il l'accepte? Ça veut dire tout simplement qu'il va se dire « ma vie est peut-être complètement insensée, c'est comme ça, mais que dois-je faire? Est-ce que je dois épouser une autre approche qui est celle du désespoir définitif, je laisse tomber, qui peut conduire à la notion, à une autre notion majeure aussi dans ce cadre de cette réflexion qui est celle du suicide, ou alors je dois me révolter, et là je reviens à l'homme révolté, contre ce destin absurde pour essayer de le transformer en quelque chose de positif. C'est l'approche de Camus. Il faut se révolter contre l'absurdité même, reconnaître que l'absurdité de la vie, l'accepter dans un premier temps, mais il faut absolument l'accompagner d'une révolte contre cet état de fait pour la transformer en quelque chose de positif sans jamais, et c'est la très grande différence avec l'approche sartrienne, sans jamais tomber dans une nouvelle illusion. Ça veut dire dans la lucidité totale et absolue. Donc, pour avancer un petit peu dans ce cadre, je vais vous donner juste le titre d'un livre qui a été écrit par Meunier, qui s'intitule « L'espoir des désespérés ». Et pour boucler ce point, l'espoir des désespérés, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, ça résume parfaitement tout ce que je viens de dire. Je vais devoir désespérer d'un salut extraterrestre pour prendre la responsabilité de ma vie, d'être acteur de ma vie, pour entrer dans un nouvel espoir. Et cette fois-ci, l'espoir, il est mien, il est celui de ma vie. Et remarquez que tout ça, vous devriez le relier à ce que j'essayais de développer, qui est en filigrane tout au long de mon propos. Quand je parlais d'individualisme tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que quand on parle de la vie, ça veut dire le vécu. Et là, je vais employer des mots qui sont en rapport avec notre époque. La vie, ça veut dire l'existence, moi, ici et maintenant. Et quand je parle de la vie, ça veut dire que je ne vais pas vivre dans l'angoisse de la mort.
Sachant que naturellement, dans cette conception traditionnelle ancienne, la présence de la mort est fondamentale. Et pour les philosophes, naturellement, c'est la mort qui est à l'origine même, c'est l'angoisse de la mort qui est, pour beaucoup de penseurs, c'est la mort même qui est à l'origine de l'approche de la pensée philosophique. C'est cette angoisse de la mort. Et la vie, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle est en rapport avec le corps. Quand je dis en rapport avec le corps, je suis en train d'insinuer indirectement une contradiction. Vous savez très bien que l'homme pense par opposition, une contradiction avec l'esprit. L'esprit, encore une fois, dans un cadre religieux. Je vais noter à côté d'esprit, je vais mettre âme. Ce qui importe dans cette approche, qui est, vous voyez bien comment la sécularisation, pourquoi j'ai commencé par la notion de sécularisation. Ce qui est fondamental dans tout ça, c'est la vie ici sur Terre, avec l'exclusion de toute pensée. C'est-à-dire que dans le schéma de pensée, ce type de schéma de pensée, il y a un très grand absent. C'est celui, bien sûr, de l'au-delà. Encore une fois, la dimension surnaturelle va disparaître. Ça ne signifie absolument pas que la religion va disparaître, sachant qu'il ne faut pas, encore une fois, je le dis, je le répète, dans la connaissance de toutes ces choses, il ne faut jamais confondre la spiritualité et la religion. Là, on est en train de parler de l'institution religieuse, du schéma de pensée qui est popularisé, qui est populaire et qui est toujours très présent. Donc, pour ces gens-là, dans le cadre de toute cette approche intellectuelle, ce qui importe, c'est le droit individuel. Et là, je fais intervenir la notion de droit. Vous voyez comment tout ça s'enchaîne. Quand je parle de l'individu, je parle du corps, de ses droits sur Terre, de ses droits terrestres, avant même de parler de ce qu'il peut advenir de lui. C'est à ce moment-là, quand je parlais de l'individualité, c'est à ce moment-là qu'on va avoir je l'avais déjà dit, une sacralisation du droit individuel. Et là intervient, vous voyez l'enchaînement, comment les intellectuels, encore une fois, vont porter ce projet qui est en train de se concrétiser maintenant. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a même relevé à un moment donné du tabou, prend corps aujourd'hui et devient même, on va dire, un projet de société. Et là, ça me permet de revenir sur un point majeur qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est en train de bouleverser, je parle de la société occidentale, les schémas traditionnels. Donc, c'est le mariage pour tous. Abstraction faite des opinions des uns et des autres. Ce qui importe ici, le mariage pour tous, je ne sais pas si tout le monde comprend cette notion, ça veut dire que dans certains pays européens, de plus en plus d'ailleurs, la traditionnelle schématisation du couple et de la famille est en train de, on va dire, non pas de disparaître, mais est en train d'être complètement bouleversée parce que les droits des homosexuels est en train de prendre place et ce qui a été tabou est en train de devenir vraiment quelque chose de banal et de naturel, ce qui fait qu'en Europe aujourd'hui et dans beaucoup de pays, les hommes s'épousent entre eux, les femmes s'épousent entre elles, et qu'on est même en train d'institutionnaliser ce nouveau type de couple qui va, et c'est là où le XXe siècle, encore une fois, est un élément clé dans la conception même qu'on a des choses de la vie, c'est que la notion de famille est en train d'être bouleversée. Qu'est-ce que ça veut dire, la famille, avec ce genre de conception? Et là, ça me permet d'aborder un point qui est en rapport avec tout ça, et j'emprunte une expression à Raymond Aron, Edgar Morin, qui est ce qu'il avait appelé la désagrégation des essences sacrées. Et
un des points majeurs qui montre cette désagrégation des essences sacrées qui sont en rapport avec le droit divin à un moment donné de l'histoire de l'Occident et qui sont en rapport avec le culte religieux, ça veut dire l'emprise de la pensée chrétienne purement. C'est les valeurs traditionnelles. Et je vous invite à mettre tout ça en rapport avec ce qu'on avait dit il y a un moment sur la culture globalement, comment est-ce que la culture a été dominée à un moment donné par les valeurs traditionnelles et comment ces valeurs traditionnelles qui sont portées par la famille d'abord sont en train de prendre de l'eau de partout. Et les valeurs traditionnelles sont en train d'être remplacées tout simplement. Ils sont déjà, depuis un bon moment, sont remplacés plutôt par des valeurs qui relèvent non plus de la tradition, mais plutôt de la modernité et du progrès. Sachant que dans l'histoire du XXe siècle, ce fameux progrès également va connaître beaucoup de déboires, on le sait très bien. Donc l'illusion du progrès, la notion de progrès et son triomphe à partir de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui donne aussi globalement cette pensée de l'absurde, comment est-ce que la conception qu'on avait du progrès de la science, parce que pendant le XIXe siècle, je suis encore en train de revenir en arrière avec le positivisme avait essayé de vendre ce rêve à l'humain, qui est celui de la science qui est capable de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Il se trouve que, avec ces nouvelles configurations, le droit de l'individu va être sacralisé, et là, ça nous donne ce qu'on appelle, j'essaie de trouver des enchaînements, ce qu'on appelle l'état de droit, qui est tout simplement la consécration de l'individu, et cette consécration de l'individu passe aujourd'hui par une phase cruciale, qui est celle du mariage pour tous, et les valeurs traditionnelles en prennent un sacré coup. Sauf que, et là j'ouvre une petite parenthèse, quand je parlais de Maurice Barrès tout à l'heure, je parlais de nationalisme et de l'attachement à la nation. Vous savez très bien qu'en Europe, on avait créé l'espace européen, l'espace Schengen. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire qu'on avait vécu, surtout après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même un carnage, parce que la Première et la Deuxième Guerre mondiale constituaient pour l'homme des moments très difficiles pour la pensée même, la conception même qu'on a de la vie, de la civilisation, des moments de retour en arrière. C'est pourquoi moi j'aime bien parler pour le XXe siècle de revanche de l'histoire, parce qu'on a comme si on avait une histoire en dents de scie. On a des avancées et puis on a des chutes. Et quand on prend le totalitarisme c'est un coup majeur qui est porté à un rêve qui était à un moment donné universel grâce à la Révolution française, l'émancipation de l'individu, de l'humain. Sauf que tout ça a été, naturellement, a connu des hauts et des bas. Même la Révolution française n'avait pas triomphé tout de suite. Il fallait attendre 1870 pour voir l'émergence, c'est une défaite cruciale aussi, pour voir l'émergence réellement d'une pensée républicaine qui continue jusqu'à aujourd'hui avec des styles différents. Sauf que ce qui était majeur, c'est que l'individu, son bien, sont tout d'un coup fondés, et là ça résume tout ce que je suis en train de dire, sont fondés sur une jouissance corporelle. Et là je fais intervenir une phrase qui, à mon sens, résume parfaitement l'esprit on va dire, d'une approche matérielle de l'existence, le bien, dans le cadre finalement de l'abandon qu'avaient subi les valeurs traditionnelles,
le bien est une affaire de bien. Le bien avec un B majuscule, naturellement, le bien dans une pensée binaire, le bien et le mal. Donc le bien de l'humain, c'est un des fondamentaux du schéma capitaliste, tout simplement. Et encore une fois, c'est un des fondamentaux on va dire, de l'espèce humaine. Elle est comme ça. Hein. L'humain, il aime bien posséder des choses, il aime bien avoir des choses qui lui sont à lui. Il aime bien finalement s'approprier, tout simplement, pour aller vite. Hein. Donc le bien est une affaire de bien, et bien avec le S, ça signifie tout ce qu'on possède. Finalement, on ne peut se sentir bien que si réellement on sent qu'on possède des choses, et ça c'est on va dire, une conception qui est en rapport avec l'évolution même de la notion de ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, finalement, c'est ça. C'est comment on va se sentir bien. Et pendant l'évolution de l'humain, à un moment donné, le bien était spirituel. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la spiritualisation des besoins. Et puis, une phase cruciale avec le triomphe de la bourgeoisie, surtout à la fin du XVIIIe siècle, l'émergence d'une grande classe bourgeoise qui commence à prendre de l'emprise et qui va triompher considérablement avec la circulation des capitaux, l'industrialisation à partir pratiquement du XIXe siècle, c'était un acquis. Donc, on va passer de la spiritualisation du besoin vers la matérialisation des besoins. Et curieusement, ce qu'on va constater aujourd'hui, c'est qu'on va passer à une troisième phase. J'espère que vous voyez un peu l'enchaînement de tout ça. C'est qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler la digitalisation des besoins. Ça veut dire finalement que ce qui était dans l'ordre de l'âme va passer à ce qui est de l'ordre du matériel, et ce qui est du matériel va passer aujourd'hui progressivement vers ce qui est de l'ordre du virtuel. Ça veut dire comment la réalité est en train d'être bouleversée avec la numérisation de l'espace public. Et tout ça me fait penser également à une phrase de Freud qui parlait de la sublimation répressive. Quand on est dans cette valorisation des valeurs traditionnelles, on est dans la sublimation de quelque chose qui réprime toutes les tentations purement matérielles. Marcus, naturellement, va utiliser une autre expression plus tard qui est celle de la désublimation répressive. Ce que je voulais dire aussi à propos de ça, c'est que ces valeurs traditionnelles, curieusement, malgré tous les progrès qu'on va connaître, je parlais de l'Europe, je donnais cet exemple, ce n'est pas par hasard que je parlais de l'Union européenne, de l'abolition des frontières, de l'amitié internation, et c'est un projet, un rêve qui va permettre d'éviter qu'on retombe une seconde fois dans les horreurs qu'on avait connues avec le nazisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, si vous observez bien le monde politique européen, on voit curieusement, c'est pourquoi je parlais de revanche de l'histoire, curieusement, on revoit tout d'un coup comment les nationalismes, ça veut dire comment les valeurs traditionnelles, la nation, la famille, la tradition, l'héritage, les racines, comment tout ça est en train de reprendre du terrain, de regagner du terrain, et comment, pratiquement dans toutes les élections qui se passent aujourd'hui en Europe, comment est-ce que la droite, contrairement justement à ce qu'on disait tout à l'heure du triomphe de la gauche pendant une large période de l'histoire de l'Occident, comment la droite et même l'extrême droite est en train de regagner du terrain pour une raison toute simple, à mon avis. C'est parce que ce qu'offre la famille en priorité, et là je reviens à ce que je disais au départ du patriarcat, ce qu'offre la famille, et la famille je la prends au sens métaphorique, c'est d'abord une sécurité. Et il se trouve qu'avec l'abolition des frontières, avec ce qu'on appelle la mondialisation, avec
un phénomène majeur qui a toujours existé dans l'histoire de l'homme, mais cette fois-ci il devient phénoménal, celui de l'immigration, un sentiment d'insécurité est en train de s'installer au sein des foyers européens. Et quand je parle des foyers ici, je ne parle pas uniquement du microcosme, à savoir la petite famille, mais je parle du macrocosme, à savoir les États, à l'échelle des États. Comment les gens sont tout d'un coup dans une espèce d'insécurité générale. Ils vont se précipiter sur des promoteurs politiques, naturellement, d'autres projets de société qui vont mettre en valeur, encore une fois, tout ce qui relève de la tradition d'un pays, etc. Bon, tout cela va naturellement, ce que je disais, tout cela, ça veut dire tout ce que je disais depuis tout à l'heure sur les bouleversements que va connaître le siècle. Là, je reviens à la place des intellectuels, au bouleversement de la pensée européenne. Vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, on avait même commencé à évoquer la fin de la civilisation occidentale. Sauf que ce qu'avait apporté la sécularisation, ce qu'avaient apporté tous ces grands esprits qui avaient porté ce projet d'émancipation de l'être humain, l'aboutissement auquel on est arrivé dans le cadre de la sacralisation de l'individu et de la désacralisation carrément du sacré, tout ça, sur le plan culturel aussi, va connaître des expressions majeures. Et là, je vais prendre 2 ou 3 exemples relativement à la dimension culturelle. Je vais évoquer avec vous un mouvement littéraire majeur pendant le XXe siècle, c'est le nouveau roman. Je vais prendre un deuxième élément qui, naturellement, dans le même contexte, qui est le théâtre de l'absurde. Là, je suis en train de voir avec vous le volet culturel de tous ces bouleversements que j'avais dressés devant vous relativement à l'histoire de la culture occidentale globalement. Donc, le théâtre de l'absurde, je vais évoquer avec vous également le surréalisme. Je vais commencer par le surréalisme brièvement, parce qu'il avait, on va dire, porté ce projet de l'émancipation, mais dans le cadre de la création. Les surréalistes, bien sûr, avant, il y avait le dadaïsme avec Tzara, qui va être prolongé avec le manifeste, surtout le manifeste du surréalisme en 1924, de Breton naturellement qui va être accompagné par Huliard, qui va être accompagné par Aragon. Le principe, moi ce qui m'intéresse, ce que vous devriez retenir, c'est que tous ces bouleversements de la pensée vont avoir des répercussions majeures sur la production culturelle, sur l'accompagnement culturel. Que ce soit la production scripturale, qui est celle des livres, que ce soit en poésie, dans le théâtre, dans le roman, ou dans le cadre purement artistique, le domaine pictural. Les surréalistes, avec cette glorification, on va dire, du génie personnel, du génie créateur, ils vont mettre en place un style d'écriture qui est complètement anti, c'est ce qu'il faut retenir, conformiste. Dans le théâtre, on va parler d'anti-théâtre, tout comme vous connaissez cette notion, tout comme on parlait d'anti-héros dans le cadre d'un récit. D'ailleurs, le nouveau roman, on va parler d'anti-roman également. C'est ce qu'on appelle dans tout ça, on parle de ce que certains critiques aiment bien appeler l'école du refus. Le refus de quoi? Le refus de tout ce qui relève d'une tradition culturelle, que ce soit par rapport au théâtre, par rapport à la poésie ou par rapport au roman. Remarquez comment l'anti, qui avait présidé à l'émergence de cette intelligentsia,
à ce qui avait présidé à l'émergence de toute cette pensée nouvelle qui va être portée par la sécularisation, tout ça a été vécu de la même façon par les créateurs. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'est plus dans la convention de l'écriture, dans la traditionnelle approche scripturale. Ils vont inventer l'écriture automatique, ils vont inventer le découpage. Il y a plein de techniques qui montrent que finalement, ce qui devrait triompher, là c'est un élément majeur qu'on va introduire ici, et ça fait partie des éléments majeurs aussi du XXe siècle, c'est l'intervention de tous les travaux de Freud sur l'inconscient. Finalement, ce qu'ils vont mettre en avant, les surréalistes, les poètes surréalistes, tout comme les peintres surréalistes, et là je pense spécialement par exemple à Magritte, je pense à Salvador Dali, qui sont dans des représentations complètement anticonformistes, encore une fois. Donc je disais, donc les surréalistes vont réinventer cette écriture, on va entrer, et cette entrée va être pareille pour le roman et pour le théâtre dans une expérimentation. Ça veut dire que l'écriture devient une espèce de laboratoire. D'ailleurs, ça me permet de sauter directement à une phrase de Ricardo par rapport au roman. Le roman, ce n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure de l'écriture. Alors là, ça résume parfaitement tout ce que je disais à propos du génie qui essaie de développer de cette libération. Ça rappelle curieusement aussi les romantiques, comment ils essayaient de s'émanciper de l'histoire même de la création. Et donc ce refus va se prolonger au roman. On est contre le roman classique à la Balzac, on est contre la promotion de l'intrigue, la promotion du personnage principal. Je rappelle que tout ça est dans le cadre de circonstances majeures qui relèvent d'un certain nombre de désillusions qu'avait connues l'humanité. Je vous disais qu'on avait passé à côté d'événements majeurs qui sont la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui vont bouleverser la conception même qu'on a de l'humain, de la civilisation. Et ce qui va être vécu par le nouveau roman, à savoir encore une fois le refus de tout ce qui est classique, de tout ce qui est traditionnel, de l'intrigue, du schéma habituel, du personnage triomphal, le héros, tout ça va affecter également le théâtre. C'est pourquoi je parlais d'anti-théâtre. Quand vous prenez des pièces de quelqu'un comme Beckett ou de quelqu'un comme Ionesco, je pense spécialement au Chais, je pense à Fin de partie, je pense à En attendant Godot, tout ça on nous introduit dans une nouvelle, on va dire, une nouvelle ère dramaturgique qui n'a plus rien à voir avec le sens qu'on essaie de donner à la création. C'est tout le contraire. Quand vous prenez le théâtre de l'absurde, c'est la promotion justement du non-sens. Et il porte bien son nom, puisqu'il est question de la représentation d'une recherche vaine, je dis bien une recherche vaine d'un sens. Donc tout ce que je disais à propos de la démagification, du désenchantement va affecter considérablement la production artistique pendant le XXe siècle. Et ça montre bien qu'on est entré dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère va prendre naturellement plusieurs visages. Ça n'empêche que dans le cadre de la production culturelle, comme pour tout le reste, tout ce qu'on avait dit, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'exclusion définitive de ce qui représentait la tradition. La tradition est toujours présente, il va même connaître un retour en renfort, et on peut voir ça à travers la consécration des prix littéraires qui sont donnés, qui font plus ou moins, on va dire aujourd'hui, spécialement alors qu'on est au début du XXIe siècle, qui font la promotion de ce qui constituait une tradition. C'est pourquoi, encore une fois, ça résume parfaitement ce que je disais à propos du XXe siècle comme une expérience en dents de scie, ce que j'avais choisi d'appeler la revanche de l'histoire, et je vous remercie.